Donc, amis de la surface et des profondeurs, j'aime bien souvent dire ça, bien le bonjour, même le bonsoir, et puis ben, je veux aussi vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022, en espérant qu'elle se passe pour le mieux. Donc moi, pour aujourd'hui, je vais brièvement vous présenter un ensemble d'actions que je mène sur un serveur communautaire, donc un serveur Discord. Je vais vite vous expliquer ce qu'est Discord, à travers notamment le pseudo que j'utilise sur la plupart des réseaux internet, à savoir Geolinx, hein, l'origine provient du lynx, qui est l'animal emblématique de la biodiversité jurassienne. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand même, la médiation scientifique passe pas mal par Internet. Là-dessus, je pense que je vous apprends pas grand-chose. Par divers canaux. Ça, c'est une représentation purement personnelle, mais on peut voir deux paramètres de représentation de cette médiation scientifique. À la fois la distance qu'il peut y avoir entre le médiateur et le public. Bien sûr, il y a toujours une distance puisqu'il y a l'interface qui est l'écran. Mais aussi, souvent sur Internet, on a tendance à fédérer autour de nous des communautés de membres ou d'utilisateurs d'un public. Et on peut caractériser aussi la dynamique de la communauté. Classiquement, les sites web, généralement, ce sont ceux où la distance est la plus grande entre le public et le concepteur du contenu, et sur lesquels, généralement, une dynamique de communauté est très brève. Après, plus on va se rapprocher d'outils qui ont davantage été prévus pour être communautaires, et plus cette dynamique va être forte, et généralement, plus la distance entre le médiateur et le public va se réduire, car le médiateur est lui-même partie prenante de la communauté qu'il fédère. Cas exceptionnel que j'ai indiqué, celui de Wikipédia, dans le sens où la communauté est très active, mais on va dire que c'est plutôt la communauté des médiateurs qui est très active. En revanche, la distance par rapport au public que nous sommes généralement, et même si l'outil se veut ouvert, reste relativement importante. Et parmi donc les différents outils dans lesquels on peut avoir une distance entre le médiateur et le public qui est très faible et aussi une dynamique très importante, on va trouver les forums, le streaming, donc les vidéos qui se font en live, donc ça peut être soit sur YouTube, mais aussi beaucoup sur Twitch, et donc notamment ce que je vais vous présenter, ce qui est Discord. Mais avant de vous parler de Discord, je vais juste revenir brièvement sur ce que les chaînes YouTube de médiation, parce que quand même, ce sont actuellement l'un des principaux canaux de diffusion de médiation scientifique qui sont populaires sur l'Internet. Donc, notamment, il y a 2 mois, Valentine Delattre avait présenté ici même sur ses mini-confs sa chaîne Sciences de comptoir. Donc, en géologie, on en a quand même quelques-unes. J'ai aussi mon exemple, par exemple, donc Sciences de comptoir, c'est vraiment une manière un peu, on va dire, un peu loufoque d'aborder la géologie, mais quand même extrêmement sérieuse et complète dans le fond, quelque part. Et aussi d'autres et il y a aussi un certain nombre d'autres chaînes, donc je vous ai pris par exemple l'exemple de Géologique. Et si vous voulez en savoir plus, là je me fais une petite promotion personnelle. J'avais écrit justement dans le premier magazine, dans le premier numéro de Géodiversité en France, un petit article justement qui faisait un peu un état des lieux de ces différentes chaînes de médiation scientifique sur YouTube. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand même, fédérer une communauté sur YouTube, souvent, c'est un peu à sens unique dans le sens où souvent le créateur crée un contenu et derrière, il y a uniquement des réactions des utilisateurs. Mais l'échange n'est pas très souvent là. C'est la raison pour laquelle souvent les vidéastes vont adjoindre à leur chaîne YouTube un serveur Discord. Donc Discord, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle, on va dire, un logiciel qu'on dit VoIP, c'est-à-dire qui retransmet la voix par un protocole d'adresse IP. Vous en connaissez, typiquement, c'est ce que sont Skype et WhatsApp, par exemple. Initialement, c'est la raison pour laquelle vous ne le connaissez pas beaucoup, il était plutôt destiné aux communautés des joueurs de jeux vidéo. On le voit sur le logo qui représente une manette de jeu vidéo. Mais c'est vrai que notamment avec le confinement de 2020, l'utilisation de Discord s'est un peu diversifiée, notamment pour créer des communautés virtuelles éducatives, des classes virtuelles. Un certain nombre d'écoles s'en étaient servies, mais également c'est de plus en plus présent dans le domaine un peu de la médiation scientifique et autres. Alors pourquoi Discord? Eh bien, outre le fait qu'il est prévu pour fédérer des communautés d'utilisateurs, il a cet avantage qui permet de communiquer par quasiment tous les moyens techniques que l'on puisse utiliser aujourd'hui en utilisant l'Internet. Donc, à savoir, basiquement, il dispose d'une messagerie instantanée textuelle, un chat, mais aussi une messagerie en vocal, donc qui permet de parler et d'entendre les autres par le biais d'un dispositif de micro-casque ou même de micro tout court et d'enceinte, des vidéos, et aussi permet de faire du partage d'écran, donc du streaming, de la vidéo en direct, et aussi de partager des fichiers. Donc quelque part, si vous voulez, euh, il va reprendre beaucoup d'outils que par exemple on peut utiliser via Zoom, mais là où Zoom est quand même plutôt fait pour faire des événements, on va dire, plus ponctuels, Discord est vraiment là pour faire quelque chose en permanence autour d'une communauté, au sein de ce que l'on appelle un serveur. Et moi, ce que je vais vous parler, c'est donc d'un serveur en particulier, qui est le serveur Discord, qui est adjoint à la chaîne YouTube du Vortex.
Donc le vortex, peut-être que vous en avez déjà un peu entendu parler, surtout si vous avez si vous aviez été à la mini-conf de Valentine Delattre, puisqu'elle en a parlé. C'est donc une chaîne coproduite par NES et par Arte qui permet des colocations de différents vidéastes, médiateurs scientifiques dans des différents domaines et qui font donc des vidéos, généralement maintenant d'un quart d'heure, 20 minutes, sur des thématiques où normalement il y a des collaborations, puisque ce sont des vidéastes qui traitent de sujets de médiation scientifique différents. Et bien entendu, à cette chaîne YouTube est adjoint un serveur Discord sur lequel je participe et sur lequel donc je mène des actions de médiation, notamment donc sur le domaine des sciences de la Terre. Donc un serveur Discord, voilà à peu près comment ça se présente en termes d'interface rapidement. Donc sur la gauche, les différents canaux dans lesquels on peut discuter. Donc là, comme c'est un très gros serveur, il y en a énormément. Au centre, la partie, on va dire, dans laquelle le contenu est présenté. Donc là, donc ici, c'est un chat texte vocal, donc là c'est le chat qui annonce les nouvelles sorties des vidéos, et ici donc la liste de la communauté des utilisateurs. Alors ce serveur se caractérise par le fait qu'il est vraiment multidisciplinaire, puisqu'au dedans on trouve de tout. Donc ça c'est une partie notamment ce qu'on appelle la médiathèque, là où on partage généralement des contenus donc liés à différentes disciplines, et là on trouve des arts, les différentes sciences, qu'elles soient formelles, naturelles, humaines aussi, sociales, des sciences appliquées, des technologies, etc. Et donc, j'attire bien sûr votre attention sur le fait qu'il y a un canal destiné à biologie plus géologie. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça date d'avant mon arrivée. Ça, je pense que c'est le classique découpage lié au programme du lycée que la plupart des utilisateurs ont eu, puisque peu de gens en fait sur le serveur sont géologues justement. Alors, la typologie des membres de ce serveur, justement, c'est quand même un public qui est quand même relativement jeune. Hein, c'est de mémoire, on va être, j'ai pas de stats en tête précise, mais on est sur un public qui va se rapprocher aussi du public des chaînes de la chaîne YouTube, donc entre 20 et 35 ans en moyenne. Donc la plupart des membres le découvrent à la suite de la série d'une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, parce qu'à la fin de chaque vidéo est proposé justement de rejoindre le serveur Discord du Vortex pour pouvoir en discuter. C'est là où la plupart des gens arrivent, et c'est comme ça que moi j'ai découvert notamment. Et donc dedans, donc on va avoir un public très varié. On peut avoir des lycéens, des étudiants, des doctorants, mais aussi pas mal de chercheurs, des enseignants, et après des gens qui sont passionnés en sciences et en technique, ou juste des simples curieux, mais qui ne sont pas forcément dans le domaine des sciences ou des techniques. Et les doctorants et on va dire les jeunes chercheurs, les jeunes docteurs comme moi, sont quand même une part non négligeable de ce qu'on va appeler le noyau dur qui est extrêmement actif sur ce serveur. Alors souvent, la question va se poser, quel niveau de médiation on va mettre quand on a un public qui est assez large? Ce qu'il faut voir, c'est que les membres du serveur vont être autant des acteurs de la médiation dans leur domaine d'expertise respectif que le public, que moi, médiateur, je vais cibler. Donc, on a besoin d'adapter l'ensemble du discours à ces profils. Donc, normalement, le niveau de médiation générale qu'on applique sera plutôt un niveau d'un discours de médiation qui va être grand public. Mais comme il y a aussi notamment des lycéens et des étudiants qui des fois peuvent demander une aide spécifique sur des difficultés, on peut aussi adapter à un niveau un peu plus scolaire. Ce qui m'est déjà arrivé d'aider des lycéens qui avaient des problèmes avec des exercices en SVT sur la partie géologie. Donc maintenant, quelles sont les actions de médiation qui sont faites? Il y en a plusieurs. D'abord, la médiation que je vais plutôt qualifier de médiation scientifique en continu. Là, c'est notamment faire du partage de contenu que l'on peut voir ailleurs sur le web. Donc là, par exemple, j'avais partagé un article scientifique qui venait d'être publié, qui indiquait la mise en place d'un cours virtuel de géologie de terrain sur le jeu vidéo Minecraft, qui était par des enseignants américains pour compenser l'absence d'excursions du fait des confinements pendant la pandémie. Ça peut des fois être aussi, parce que je me balade énormément sur Google Earth et compagnie, eh bien, de présenter des structures géologiques vues du ciel un peu particulières. Donc là, les îles Belcher, qui sont en fait des gigantesques piles protérozoïques vues du ciel. Et ce qui est marrant, c'est que cette publication avait suscité une petite émulation, parce que le lendemain, une membre qui, elle, est plutôt en biologie, eh bien, avait partagé en réponse un post qui présentait une structure, donc l'appareil de Golgi, je le connais pas même, c'est un petit organisme apparemment qui se bat dans une cellule d'après ce qu'elle met, et donc qui ressemblait furieusement à la photo que moi j'avais mis. Donc des fois il peut y avoir un peu ce genre d'émulation. Un gros, on va dire, fer de lance de la publication, c'est ce qu'on appelle les amphis. Donc les amphis, typiquement, ce sont
des conférences que l'on fait en direct, en live, avec aussi un public qui lui est silencieux et qui peut réagir via un chat textuel, donc ça peut s'apparenter à une mini-conf comme on peut faire sur Zoom, et qui sont rediffusés sur une chaîne qui s'appelle Ma thèse en synthèse, parce qu'initialement, l'idée de ces trucs-là, c'était plutôt que comme il y a beaucoup de doctorants qui puissent faire une présentation synthétique de leurs travaux de thèse, donc qui sont disponibles sur YouTube. Donc, je vous invite aussi à aller voir cette chaîne si vous voulez découvrir des nouveaux contenus. Donc, par exemple, une des conférences que j'avais faites, c'était la première d'ailleurs, c'est une petite amphi, c'était l'introduction aux différents fluides parcourant la croûte terrestre. C'était quelque part l'introduction de mon sujet de thèse, si on peut appeler ça ainsi. Et aussi, j'avais réalisé un autre type de conférence un peu plus spéciale, qui a d'abord présenté plutôt le travail qu'un géologue de terrain comme moi a fait, et ensuite, en continuité de cela, il y avait une seconde partie qui était un petit tuto pour se savoir comment se servir de Vigiter. Petit fun fact, sans du tout mettre coordonnées avec elle, c'est au même moment que Valentine Delattre avait publié sa vidéo YouTube en parlant si Vigiter en collaboration avec les gens du muséum. Voilà. L'autre fer de lance, on va dire assez représentatif de ce qui se fait en matière de contenu sur le serveur et dont moi je me sers pas mal, c'est ce qu'on appelle les infodumps. Le but, c'est d'exposer un aspect précis ou une anecdote de la discipline dont on peut être le connaisseur ou l'expert. La contrainte qui n'est pas à respecter impérativement, mais qu'on essaye de se poser, c'est d'éviter de dépasser la limite de caractères que Discord impose pour un message que l'on poste, qui est de 2000 caractères, d'où le titre aussi de mon exposé. Et là, c'est vraiment sur des points de détail en particulier. Donc là, par exemple, un petit infodump que j'avais fait sur l'existence de plusieurs volcans qu'il y avait pendant la soufrière. Je l'avais publié au moment de l'éruption de la soufrière de Saint-Vincent. Et aussi, des fois, donc là, ça peut être à l'initiative même de l'utilisateur, et des fois, il peut y avoir aussi des demandes, soit des gens qui demanderaient à avoir un infodump sur un sujet précis. Ça m'est arrivé de faire une série d'infodump sur les cycles de Milankovitch, la théorie astronomique des climats. Et aussi, récemment, il y avait une émulation au mois de décembre de faire ce qu'on appelait des infodumps de l'Avent, où chaque jour, un petit calendrier de l'Avent, où chaque jour, un utilisateur publiait un infodump sur un sujet particulier. Donc là, moi, je l'avais fait le 4 décembre, où il s'agissait de faire une représentation de l'histoire de la Terre sur une année de 365 jours, notamment pour montrer que le temps géologique, souvent que les gens connaissent beaucoup, en fait, représente qu'une portion extrêmement faible de l'histoire de la Terre. Donc, à l'occasion, cela aussi m'avait permis de créer ce petit visuel sous forme de calendrier où j'avais représenté les éons, les ères et les époques géologiques sur ce fameux calendrier de 365 jours. Et du coup, les gens avaient beaucoup apprécié, notamment été surpris de voir que des échelles de temps qui leur paraissaient très longues, notamment la disparition des dinosaures non aviens il y a 66 millions d'années, et eh bien en fait, à l'échelle de ce calendrier était très 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 proche de nous. Il y a aussi ce qu'on appelle les infogames. Là, c'est une médiation plus ludique dont je me sers moins parce que je crois que j'en ai fait qu'une seule, à savoir celle-là, où l'idée est de faire un petit jeu autour de notre discipline. Donc là, j'avais présenté une photo en mettant des indices et l'idée était d'essayer de deviner la chronologie dans la formation des différentes structures et des roches qui étaient présentes sur la photo. Donc un petit exercice souvent, je ne sais pas s'il se fait encore, mais en tout cas que moi j'avais eu quand j'étais au lycée. Et après, une manière un peu plus différente qui est de combiner, on va dire, la science et les arts, puisque moi, je fais quand même beaucoup de photographie, notamment quand je randonne en montagne. Et donc, notamment ici, j'avais montré une photo d'une zone de cisaillement que j'avais vue au bordure d'un chemin quand je me baladais dans les Alberts, dans le massif, dans les Pyrénées-Orientales, et j'avais retranscrit à côté une espèce de schéma, enfin de dessin un peu schématique, pour montrer justement quelle interprétation le géologue pouvait en faire, donc en montrant la structure qui était la zone de cisaillement, la zone de quartz, la réorientation donc de la foliation de la roche qui était autour et le sens du cisaillement tel que cette réorientation me permettait de voir.
Donc ça, ce sont les formats qu'actuellement j'utilise de façon, on va dire, assez classique. Mais j'en ai encore des projets là qui sont soit en cours, soit que j'envisage. Un que j'ai un peu discuté avec les administrateurs du serveur serait un peu de montrer l'envers du décor, on va dire, de la recherche scientifique et donc des processus que les scientifiques utilisent en partant de la lecture d'articles scientifiques, à la fois pour expliquer la structure de ces articles, savoir les lire, et expliquer les méthodologies qui sont employées pour rédiger ces articles, et aussi donc des recherches qui sont menées et donc de la finalité de la rédaction d'un article scientifique. Pourquoi un scientifique rédige un article pour qu'il soit ensuite lu par ses pairs? Et en fait, aller au-delà de ça, ça serait aussi donc d'explorer un peu tous les champs de recherche scientifique qui sont actifs, pas uniquement ceux qui sont publiés dans Nature et qui sont ensuite des fois retranscrits par des grands journaux comme Le Monde ou autres, mais montrer un peu des champs plus spécifiques, mais qui sont quand même extrêmement actifs. Aussi, donc, quels sont les buts derrière ces champs de recherche, les méthodes, les innovations qui sont produites, etc. Et éventuellement souligner l'émulation scientifique qu'il peut y avoir entre plusieurs disciplines autour donc d'une même thématique. Et ça d'une deux manières, et notamment une manière que je pense développer, mais là, il faut déjà qu'on mette en place un pilote avec un seul article, serait de prendre une thématique commune entre deux disciplines, et donc du coup, ensuite, que deux personnes experts de ces deux disciplines, par exemple, je ne sais pas, en géologie, en physique, viennent pour du coup montrer les deux points de vue qui sont développés autour d'une même thématique ou d'un même objet d'étude. Et quelque chose qui me trotte un peu dans la tête serait de proposer aussi des lives, donc ça toujours dans le format, on va dire, des amphis, où je me balade sur Google Earth, sur la représentation 3D du géoportail, pour un peu explorer, lire le paysage et même m'amuser aussi avec des représentations 3D du relief que je peux obtenir à partir de modèles numériques de terrain et de logiciels de SIG. Donc en résumé de tout ça, pour un peu quels sont l'intérêt de faire de la médiation scientifique donc sur Discord, qui est encore très atypique et pas forcément la chose la plus connue, je pense, c'est qu'on a l'avantage de pouvoir tomber sur un serveur comme ça, sur une communauté, on va dire, de passionnés aussi, de gens qui sont passionnés, qui sont assez curieux, avec des profils qui sont très divers. Donc ça fait qu'on va avoir un enrichissement qui va être mutuel entre les connaissances et les pratiques, notamment quand vous avez d'autres personnes qui vont faire le même travail que vous, mais dans d'autres disciplines et qui vont avoir un autre angle de vue pour communiquer et faire la médiation. Et ce qui est bien aussi avec Discord, comme j'ai souligné, c'est qu'on a vraiment cette diversité dans les outils de communication. Donc ça permet quasiment à n'importe qui de pouvoir faire des actions de médiation sans être, on dira, trop limité par les moyens techniques. Évidemment, si vous n'avez pas une caméra ou un microphone avec vous, il vous sera difficile de faire la chose en vocal, mais rien ne vous empêchera de faire quand même une médiation textuelle ou par l'image avec des dessins ou des photographies par exemple. Aussi, l'avantage, c'est que comme on est sur des contenus qui sont quand même pérennes, on a la possibilité d'avoir des échanges prolongés sur un sujet. Là où avec une rencontre, une conférence, on va être limité par le temps, là on peut avoir des échanges, des questions qui peuvent durer pendant des jours ou des semaines si on le souhaite. Là-dessus, c'est pas du tout un problème. Et l'avantage qu'on a souvent, c'est qu'on a aussi quand même un retour qui va être très rapide sur les actions qu'on mène et ça permet aussi, du coup, au fur et à mesure, de s'améliorer activement avec l'aide de la communauté, des utilisateurs et des médiateurs qui sont avec nous. Voilà, j'avais pas plus à vous dire à ce sujet, donc je vais vous remercier pour votre attention et si vous avez des questions ou des remarques, j'y répondrai avec grand plaisir.